Le soleil se lève lentement sur l'Athènes antique, sa lumière glissant sur les sols de marbre encore froids de la nuit. À l'intérieur du gymnase, l'air est lourd de sueur et d'huile. Des pieds nus frottent la pierre. De jeunes corps se tiennent exposés, observés, mesurés, évalués. Il n'y a pas de chaîne, pas de cris, seulement le silence. Hues. On vous dit que c'est de l'éducation. On vous dit que c'est de l'honneur. Un garçon à peine sorti de l'enfance baisse les yeux tandis qu'un homme plus âgé l'examine avec une autorité calme. Autour d'eux, personne n'intervient, personne ne questionne. Cette scène n'est pas dissimulée dans l'ombre. Elle existe au grand jour, protégée par la loi, la tradition et la philosophie. Ici, le désir n'est pas un secret, c'est un système. L'histoire vous apprend à admirer la Grèce antique comme le berceau de la démocratie, de la raison et de la beauté. Mais sous les colonnes et les idéaux, une autre leçon était transmise, directement à travers le corps humain lui-même. Pouvez-vous imaginer grandir dans un monde où la violation porte le masque de la vertu? Et si cela s'appelait la civilisation, que restait-il à ceux qui n'avaient pas de voix? Pour comprendre ce qui se déroulait dans des lieux comme le gymnase, il faut entrer dans la logique même de la Grèce antique, non pas comme une terre d'idéaux intemporels, mais comme une hiérarchie sociale, rigide, déguisée en harmonie. L'Athènes du vieux siècle avant notre ère se proclamait démocratie, mais cette promesse ne concernait qu'une minorité étroite, les citoyens mâles adultes. Tous les autres existaient en marge de cet idéal. Les femmes étaient exclues de la vie politique et confinées aux espaces domestiques. Les personnes réduites en esclavage étaient considérées comme des biens, leur corps n'étant que des outils de travail. Les enfants et les adolescents occupaient une zone ambiguë, valorisés non pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils étaient censés devenir. La société grecque ne considérait pas l'individu comme sacré. Elle considérait le rôle comme sacré. Les normes sexuelles obéissaient à la même structure. Le désir n'était pas défini par l'orientation, l'affection ou le consentement tel que vous les comprenez aujourd'hui. Il était gouverné par le statut. La question essentielle n'était jamais « Qui désire-t-on » mais « Qui détient le pouvoir » Agir était noble, être agi était honteux. Cette distinction façonnait la loi, la coutume et la réputation. Les philosophes débattaient de vertu et de maîtrise de soi, mais interrogeaient rarement le système lui-même. Platon écrivait l'amour comme un chemin vers la sagesse. Aristote décrivait l'ordre domestique comme une hiérarchie naturelle. Leurs mots habillaient le pouvoir du langage de la raison. Ce qui apparaît aujourd'hui comme une contradiction était, pour eux, une cohérence. L'histoire populaire célèbre la sculpture grecque, le théâtre et le débat démocratique. Les manuels s'attardent sur les statues de marbre et les discours nobles. Mais ils glissent souvent sur une réalité plus silencieuse. Une société où les corps étaient classés, observés et disciplinés, bien avant d'être reconnus comme appartenant à eux-mêmes. On vous apprend à voir la Grèce antique comme le commencement de la pensée morale occidentale. Pourtant, ici, la morale ne protégeait pas les vulnérables, elle les organisait. Alors, lorsque les historiens décrivent certaines pratiques comme acceptées ou éducatives, une question plus profonde s'impose. Acceptées par qui et à quel prix? Et que se passe-t-il lorsque les idéaux les plus élevés d'une civilisation reposent sur le silence de ceux qui ne pouvaient pas parler? Dans la Grèce antique, la sexualité n'était jamais une affaire privée. Elle constituait un langage de domination, un code à travers lequel la société enseignait à chaque individu la place qu'il occupait. Aux yeux modernes, ce monde peut sembler chaotique, permissif, voire contradictoire. Mais dans sa propre logique, il était d'une cohérence implacable. Les Grecs ne divisaient pas le désir en catégories telles qu'hétérosexuelles ou homosexuelles. Ces distinctions n'avaient aucun sens pour eux. Ce qui importait, c'était la position. Qui pénétrait et qui était pénétré, qui commandait et qui se soumettait. Les actes sexuels n'étaient pas jugés selon le genre des participants, mais selon l'équilibre de pouvoir qui les unissait. Un citoyen adulte était censé être actif.
Le contrôle de son propre corps et de celui des autres constituait la preuve de sa vertu et de sa masculinité. Désirer était acceptable. Céder ne l'était pas. C'est pourquoi un même acte pouvait être célébré dans un contexte et condamné dans un autre. Un homme qui dominait conservait son honneur. Un homme qui se laissait dominer perdait son statut, sa réputation et même son droit à la parole en tant qu'égal. Cette logique dépassait largement le cadre sexuel. Elle reflétait la structure du foyer, de la cité et de l'État. Le citoyen régnait sur son épouse. Il régnait sur ses enfants. Il régnait sur ses esclaves. L'accès sexuel suivait cette même hiérarchie. Le consentement, en tant que catégorie morale, n'existait pas tel que vous l'entendez aujourd'hui. Il était remplacé par l'obligation, justifié par la tradition, imposé par le silence. Vous pourriez vous demander où le plaisir trouvait sa place dans ce système. La réponse est troublante. Le plaisir appartenait à ceux qui se situaient au sommet. Pour ceux d'en bas, l'expérience était présentée comme un devoir, une éducation ou une fatalité. Le corps devenait une salle de classe. L'acte devenait une leçon. La résistance, lorsqu'elle existait, était interprétée comme immaturité ou honte. Les espaces publics renforçaient cet ordre. Le gymnase n'était pas seulement un lieu d'entraînement physique. C'était l'endroit où les garçons étaient façonnés pour devenir des hommes, physiquement et socialement. La nudité y était normale, parfois même célébrée, mais jamais neutre. Chaque regard portait un sens. Chaque posture était évaluée. Le corps était exposé, non pas pour la liberté, mais pour l'examen. La littérature et l'art reflètent cette vision du monde avec une clarté dérangeante. Les peintures sur céramique montrent des scènes de poursuite et de soumission sans la moindre indignation. Les comédies se moquent de la conquête. Les dialogues philosophiques parlent d'amour tout en supposant silencieusement l'inégalité. Ce qui manque est souvent plus révélateur que ce qui est montré. Vous entendez rarement la voix de celui qui est observé. Vous n'entendez presque jamais le refus. Vu de l'extérieur, ce système se présente comme ordonné, rationnel, presque harmonieux. Vu de l'intérieur, il entraîne les individus à accepter leur place avant même d'avoir l'âge de la questionner. La leçon s'apprend tôt. Le pouvoir rend le désir légitime. L'absence de pouvoir transforme le désir en obligation. C'est sur cette base que des pratiques plus spécifiques ont pu se développer. Sans cette hiérarchie, elles se seraient effondrées sous l'examen moral. Avec elles sont devenues traditions. Et lorsqu'une tradition est consacrée par la philosophie, la loi et la coutume, comment la remettre en cause? Comment un enfant peut-il argumenter face à une civilisation entière? À mesure que vous avancez dans ce monde, la question n'est plus de savoir si ces pratiques existaient. Elle est de comprendre pourquoi elles étaient protégées. Et pourquoi, pendant des siècles, elles ont été mémorisées non comme une cruauté, mais comme une culture. Dans la Grèce antique, un mot concentrait à lui seul l'honneur, le mentorat et le désir. Paidrastia. Pour ses défenseurs, il désignait un lien noble entre un homme adulte et un garçon, à l'orée de l'âge adulte. Pour une sensibilité moderne, le terme lui-même sonne comme une alarme. Mais au sein de la société grecque, il n'était ni murmuré, ni dissimulé. Il était discuté ouvertement, encadré par des règles et défendu avec ferveur. L'homme plus âgé, l'Érastès, était censé guider, protéger, instruire. Il apprenait aux garçons à parler, à combattre, à se tenir comme un futur citoyen. En retour, le plus jeune, l'Éromnos, offrait son admiration, sa loyauté et son corps. L'échange était présenté comme mutuellement bénéfique. La sagesse descendait, l'honneur remontait, le désir s'insinuait, discrètement au cœur de l'arrangement. On vous dit que ce n'était pas un abus. On vous dit qu'il existait des règles. Le garçon devait résister juste assez pour paraître vertueux. L'homme devait poursuivre sans paraître avide. Trop d'empressement de la part du jeune entraînait la honte. Trop de soumission le marquait comme faible. Le rituel exigeait une performance des deux côtés, une chorégraphie précise où le refus était symbolique et où le consentement était déduit du silence. Imaginez être ce garçon, pas encore un homme, pas encore autorisé à prendre la parole à l'assemblée.
Élevé dans un monde où chaque adulte vous répète que cette attention est un privilège. Qu'être choisi, c'est être honoré. Que l'inconfort n'est que confusion, et que la confusion est ignorance. On apprend vite ce qui est attendu. On apprend plus vite encore ce qui arrive à ceux qui échouent. L'opinion publique faisait respecter ces règles avec une cruauté déguisée en humour. Les pièces de théâtre tournaient en dérision les garçons qui acceptaient les cadeaux, trop facilement. Les poètes louèrent la retenue tout en érotisant la jeunesse. La réputation comptait davantage que le ressenti. Ce qui se passait en privé importait moins que l'apparence en public. La douleur, si elle existait, n'entrait pas en ligne de compte. Le silence préservait la dignité. Les philosophes tentèrent d'élever cette pratique en la purifiant par le langage. Platon écrivit un amour qui s'élève du corps vers l'âme, du désir vers la vérité. En théorie, l'acte physique devenait secondaire. En réalité, la hiérarchie demeurait intacte. Le corps du garçon restait la porte d'entrée de l'éducation. Sa personne était différée jusqu'à la maturité, mais sa disponibilité, elle, était immédiate. Us Sparte offrait une variante plus dure encore. Là-bas, le lien entre les guerriers adultes et les garçons s'inscrivait directement dans la discipline militaire. L'endurance était exaltée, l'émotion méprisée. Le corps apprenait à obéir bien avant que l'esprit ne puisse questionner. Le désir et la violence coexistaient, indissociables dans leurs fonctions. Tous deux produisaient la loyauté. Tous deux renforçaient l'obéissance. Les défenseurs de ces pratiques avancent souvent un argument récurrent. Les garçons grecs devenaient à leur tour des hommes puissants. Le cycle se poursuivait. Personne n'aurait été durablement lésé. Mais cet argument repose sur une définition étroite du préjudice, limitée aux blessures visibles. Il ignore ce qui se produit lorsqu'une société enseigne à ses enfants que leur valeur dépend de leur capacité à endurer. On vous demande de croire que ce système a engendré de grands penseurs, de courageux soldats, des citoyens éclairés. Et c'est vrai. Mais à quel prix? Combien n'ont appris très tôt que la résistance était vaine? Combien ont intégré l'idée que le pouvoir justifie le désir? Ce qui rend cette pratique véritablement troublante n'est pas son existence, mais sa normalisation. Elle n'était pas reléguée aux marges. Elle était réglementée, débattue, louée. Elle cohabitait sans heurts avec la philosophie et l'art. C'était la civilisation enseignant à elle-même où se situait la ligne et qui n'aurait jamais le droit de la franchir. Si l'éducation exige le silence, peut-on encore la nommer guidance? Si l'honneur réclame la soumission, de quel honneur parle-t-on? Et si toute une société s'accorde sur un mensonge, cesse-t-il d'en être un? Si les garçons étaient entraînés à endurer, les femmes, elles, étaient entraînées à disparaître. Dès la naissance, le corps d'une femme ne lui appartenait pas. Il relevait d'abord de l'autorité du père, puis de celle du mari, et enfin de la maison, considérée comme une unité de production et de légitimité. Tandis que les hommes circulaient librement dans les espaces publics pour débattre de philosophie et de loi, les femmes vivaient derrière des murs, dans le gynécée, un monde domestique conçu pour rester invisible. On vous dit souvent que les femmes grecques étaient protégées, que leur isolement préservait l'honneur. Mais une protection qui ne peut être refusée n'est qu'une autre forme de contrôle. À Athènes, une femme respectable ne se déplaçait pas seule dans la rue. Elle n'assistait pas au banquet. Elle ne choisissait pas son époux. Sa vertu se mesurait à son absence. Moins on la voyait, plus elle était louée. La sexualité obéissait à la même logique. Le désir féminin était jugé inutile, voire dangereux. Les traités médicaux le décrivaient comme instable, perturbateur, devant être maîtrisé pour le bien du foyer. Le mariage n'était pas une union d'affection, c'était un contrat de reproduction. Le corps féminin existait pour produire des héritiers légitimes, et rien d'autre. L'asymétrie était totale. Les hommes étaient encouragés à satisfaire leurs désirs en dehors du mariage. Les femmes étaient là condamnées pour la simple suspicion. L'adultère féminin était un crime contre la cité, non par trahison affective, mais parce qu'il menaçait les lignées et l'héritage. Un mari, découvrant l'infidélité de son épouse, pouvait légalement châtier sévèrement l'amant.
La femme, elle, parlait rarement en sa propre défense. La loi ne l'y invitait pas. Le silence n'était pas seulement social. Il était ritualisé. Les jeunes filles étaient donc mariées peu après la puberté, souvent à des hommes de plusieurs décennies leurs aînés. Le passage de l'enfance à l'épouse se faisait sans transition, sans apprentissage du désir, seulement une instruction à l'obéissance. La douleur, la peur, la confusion n'étaient pas des sujets. Elles faisaient partie du devoir. Sparte est souvent citée comme une exception. Les femmes y faisèrent de l'exercice, possédèrent des biens, parlaient plus librement. Mais même là, l'autonomie avait des limites strictes. Leur corps était valorisé pour sa force et sa fertilité. La sexualité servait l'obsession de l'État pour la production de guerriers. Le choix n'existait que tant qu'il servait la survie collective. Ce qui frappe le plus n'est pas la rareté des femmes dans les sources, mais l'effort constant pour les effacer. Leurs voix subsistent en fragments. Un vers, une mention, un avertissement moral. Les auteurs masculins les décrivent comme tentations, réceptacles ou menaces, rarement comme des esprits. L'art prolonge cette absence. Les corps féminins apparaissent idéalisés, silencieux, parfaits, sans intériorité. Le désir est projeté sur eux, jamais exprimé depuis eux. La femme est regardée. Elle ne regarde pas en retour. Comment une civilisation entière a-t-elle pu normaliser cette disparition? Par la manière dont le pouvoir définit la normalité. Lorsque la loi, la philosophie et la religion s'accordent pour dire qu'un groupe ne doit pas parler, le silence finit par paraître naturel. Inévitable. Mais le silence laisse des traces. Il survit dans l'obsession de la pureté, dans le contrôle des déplacements et des apparences, dans la peur que le désir féminin, s'il était reconnu, fasse s'effondrer toute la structure. Quel type de société exige l'invisibilité de la moitié de sa population pour fonctionner? Quel ordre dépend du silence pour survivre? La Grèce a donné au monde le langage de la raison. Mais la raison, lorsqu'elle se sépare de l'empathie, devient un instrument. Et lorsqu'on applique cet instrument au corps, il n'a pas besoin de chaînes. Il lui suffit de règles. Pour les Grecs de l'Antiquité, les dieux n'étaient pas des guides moraux au sens moderne. Ils étaient des miroirs, des reflets amplifiés des pulsions humaines, libérés par l'immortalité et le pouvoir. Là où les mortels étaient limités par la loi et la réputation, les dieux agissaient sans conséquence. Et dans leurs actes, les Grecs trouvaient une justification. Zeus désirait sans relâche. Il se transformait en animal, en étranger, en ombre, en tout ce qu'il fallait pour atteindre les corps qu'il convoitait. Apollon poursuivait la jeunesse avec obsession. Poséidon prenait par la force. Ces récits n'étaient même pas des avertissements. Ils formaient le socle de la mythologie. Racontés aux enfants, célébrés par l'art, gravés dans la poésie. Le désir divin n'était pas maîtrisé. Il était présenté comme inévitable. On vous dira que ces mythes sont symboliques, des allégories de la nature, du pouvoir, de la création. Mais les symboles enseignent. Lorsqu'une civilisation voit ses êtres suprêmes ignorer le consentement, quel message descend vers ceux qui vivent sous leur regard? Les dieux ne demandaient pas en pas. Ils prenaient. Et le monde continuait. Les rituels renforçaient cette vision. Les fêtes, dédiées à Dionysos, brouillaient les frontières entre ordre et chaos. Le vin coulait. Les masques effaçaient l'identité. Les actes sexuels étaient suggérés ou accomplis ouvertement, non comme scandale, mais comme libération sacrée. Le désir devenait culte, l'excès devenait dévotion. Dans ces moments, la retenue n'était plus une vertu. L'abandon l'était. Pour ceux qui détenaient le pouvoir, ces rites offraient une soupape, une suspension temporaire des règles, sans jamais remettre en cause la hiérarchie. Pour ceux qui n'avaient aucun pouvoir, ils n'offraient aucune protection. L'espace sacré n'était pas un espace sûr. Lorsque le désir est sacralisé, le refus peut devenir une offense. Les temples et leurs autorités jouaient aussi leur rôle. Sans ressembler aux institutions religieuses ultérieures, ils exerçaient néanmoins un contrôle sur les corps et les comportements. Certains individus étaient choisis, consacrés, mis à part. Leur sexualité était dirigée,
ritualisés, justifiés par un langage spirituel. Les mots parlèrent de sacré. Les faits restaient le contrôle. Les Grecs ne séparaient pas le divin du quotidien. Les dieux imprégnaient chaque aspect de la vie. Ainsi, les normes sexuelles n'étaient pas seulement sociales. Elles étaient cosmologiques. Les remettre en question revenait à contester l'ordre même de l'univers. Dans un tel monde, résister devenait presque impossible. Comment un garçon pouvait-il douter d'une pratique défendue par les philosophes et incarnée par les dieux? Comment une femme pouvait-elle revendiquer une autonomie que même l'Olympe lui refusait? Lorsque le pouvoir s'appuie sur le divin, le silence devient une stratégie de survie. L'art prolongeait et solidifiait cette vision du monde. Sur les vases, les fresques et les reliefs, les dieux poursuivent des mortels avec une tranquillité implacable. Les scènes figent l'instant du désir, sans jamais en montrer les conséquences. La violence est esthétisée. La beauté agit comme un anesthésiant. Le spectateur est invité à admirer, non à questionner. À force de répétition, le trouble s'émousse. Ce qui dérange devient familier. Ce qui devient familier finit par sembler normal. US, c'est ainsi que les systèmes durent. Non par une contrainte permanente, mais par le récit. Par des histoires répétées jusqu'à être perçues comme des vérités naturelles. La Grèce n'a pas inventé l'oppression. Elle en a perfectionné la mise en scène. Elle a appris au monde comment rendre le pouvoir séduisant, comment envelopper la domination dans le langage de la culture. À ce stade, le schéma est clair. La sexualité dans la Grèce antique n'était pas une liberté désordonnée. C'était un déséquilibre organisé. Les garçons étaient défaçonnés par l'endurance. Les femmes étaient effacées par le silence. Le désir était légitimé par le divin. Chaque niveau soutenait le suivant. Et lorsque les civilisations ultérieures héritèrent de la philosophie, de l'art et des mythes grecs, elles ne les reçurent pas à vide. Elles en absorbèrent aussi les présupposés. L'idée que le pouvoir confère une légitimité au désir ne disparut pas avec les temples. Elle se transforma. Elle se rendit plus discrète. La question cesse alors d'appartenir au seul monde antique. Elle s'étend jusqu'à vous, jusqu'au présent. Jusqu'aux traditions encore défendues au nom de la culture, de l'éducation ou de la morale. Si les dieux peuvent déprendre sans demander, pourquoi les hommes ne le pourraient-ils pas? Si le rituel excuse la violence, qui décide où s'arrête le sacré et où commence l'abus? Et si la beauté peut masquer la cruauté, combien de systèmes survivent simplement parce qu'ils paraissent civilisés de loin? Ces interrogations demeurent, suspendues, tandis que l'Antiquité s'éloigne. Mais leur écho persiste. Car l'histoire ne reste jamais immobile. Elle attend d'être répétée ou comprise. Vue de loin, la Grèce antique semble baignée de lumière. Marbre blanc, proportions parfaites, débat rationnel. Il est tentant de croire qu'une civilisation capable d'une telle beauté ne pouvait être que profondément humaine. Mais la comparaison dissipe l'illusion. Placées aux côtés d'autres systèmes historiques de contrôle, les pratiques grecques n'apparaissent pas uniques. Elles apparaissent raffinées. US. Dans le harem ottoman, la domination était explicite, maintenue par des murs, des gardes et une surveillance constante. Dans les cours de la Renaissance, les femmes étaient échangées par contrats matrimoniaux, leur corps évalué pour leur valeur politique. Dans de nombreux temples antiques autour de la Méditerranée, la sexualité était intégrée au devoir sacré. La Grèce ne différait pas par ses effets, mais par sa forme. Là où d'autres utilisaient la peur et l'enfermement, elle utilisait la philosophie et l'esthétique. Le résultat restait identique. Les individus privés de pouvoir apprenaient très tôt que leur corps existait pour autrui, que le silence était plus sûr que la résistance, que l'endurance était une vertu. Avec le temps, ce conditionnement produisait des générations entières, incapables de reconnaître la contrainte comme telle. Elle ne se présentait plus comme une violence, mais comme un ordre naturel. Les conséquences psychologiques de tels systèmes sont rarement consignées dans les sources. Pourtant, elles ne sont pas difficiles à imaginer. Un garçon à qui l'on apprend que l'admiration passe par la soumission peut devenir un homme qui confond domination et valeur. Une femme élevée dans l'idée que sa dignité réside dans l'invisibilité peut intérioriser la honte de désir qu'elle n'a jamais eu le droit de nommer.
Le traumatisme ne crie pas toujours. Il s'installe souvent en silence, dans les comportements, les attentes et les croyances. Ces schémas ne sont pas restés confinés à la Grèce. Ils ont voyagé. Les élites romaines ont absorbé l'éducation et l'esthétique grecque. Les penseurs européens ultérieurs ont hérité de la philosophie grecque, en détachant les vies humaines sur lesquelles elles reposaient. Le langage de la raison a survécu. Les corps qui en ont payé le prix ont disparu. C'est pour cela que cet héritage importe. Non parce que la Grèce antique aurait été exceptionnellement cruelle, mais parce qu'elle a été exceptionnellement influente. Ces idées ont façonné la manière dont l'Occident parle de vertu, de beauté et de civilisation. Lorsque ces idées reposent sur un déséquilibre normalisé, ce déséquilibre devient presque invisible. On vous demandera s'il est juste de juger le passé avec les critères du présent. La question n'est pas celle du jugement, mais de la reconnaissance. Comprendre comment le pouvoir s'est autrefois justifié permet de reconnaître les moments où il le fait encore. Le vocabulaire change. La structure, souvent, demeure. Combien de traditions nuisibles sont encore défendues au nom de la culture? Combien d'autorités se cachent derrière l'éducation, la religion ou l'art? Combien de souffrances sont ignorées parce qu'elles sont enveloppées de beauté? L'histoire ne se répète jamais à l'identique. Elle perfectionne ses méthodes. Ce qui était autrefois imposé par la loi et le mythe peut aujourd'hui l'être par la pression sociale ou l'idéologie. Mais la question centrale reste inchangée. Qui en bénéficie et qui est sommé d'endurer? La Grèce antique a appris au monde à penser, à argumenter, à imaginer la beauté. Mais elle a aussi appris comment le pouvoir peut se dissimuler derrière la culture, comment le silence peut être confondu avec le consentement et comment la souffrance peut être rebaptisée tradition. Se souvenir de cette histoire ne consiste pas à détruire l'admiration, mais à l'ancrer dans la vérité. Une admiration aveugle transforme la culture en mythe, et le mythe en excuse. Lorsque les idéaux sont détachés des corps qui les ont supportés, ils cessent d'être humains. Regardez comment ces héritages persistent. L'idée que l'autorité sait mieux que l'individu ce qui est bon pour lui. La conviction que certaines douleurs sont formatrices, nécessaires, nobles. Le réflexe de demander le silence à ceux qui souffrent, au nom de l'ordre, de l'éducation ou de la tradition. Ces mécanismes ne sont pas antiques, ils sont récurrents. La Grèce n'est pas un cas isolé dans l'histoire. Elle est un miroir particulièrement poli. Elle montre avec netteté comment une société peut être brillante et brutale à la fois. Comment l'intelligence ne protège pas de la cruauté. Comment l'esthétique peut servir d'écran à la violence. Le coût de ce type de normalisation n'est pas payé uniquement par les victimes directes. Il est payé par la société entière. Une société qui confond contrôle et harmonie finit par perdre la capacité de reconnaître l'injustice. À force de justifier l'injustifiable, elle émousse sa propre conscience morale. C'est là que l'histoire cesse d'être un récit lointain. Elle devient un avertissement. Chaque fois qu'un système se déclare civilisé pour éviter d'être questionné, il reprend une leçon ancienne. Chaque fois que la culture est utilisée pour faire taire, plutôt que pour éclairer, l'ombre s'étend. La Grèce antique nous laisse donc un héritage ambigu, des outils intellectuels puissants, et un exemple dangereux, celui d'une civilisation qui a su rendre la domination élégante, la hiérarchie rationnelle et le silence respectable. Comprendre cela, ce n'est pas condamner le passé, c'est se donner les moyens de reconnaître le présent, car la véritable question n'est pas ce que les Grecs ont fait autrefois. La véritable question est celle-ci. Combien de systèmes, aujourd'hui, continuent d'exister simplement parce qu'ils portent encore le nom de civilisation? L'Antiquité grecque est souvent présentée comme un point de départ. Le commencement de la raison, de la démocratie, de la pensée occidentale. Mais aucun commencement n'est pur. Chaque fondation repose sur des choix, des exclusions, des silences. Et ce sont précisément ces silences qui traversent le temps. Lorsque vous regardez les ruines grecques aujourd'hui, vous voyez des pierres immobiles. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les corps qui ont appris à se taire entre ces murs. Les garçons qui ont compris trop tôt que l'endurance était une vertu.
les femmes qui ont appris que l'invisibilité était une forme de respect, les individus pour qui la culture n'était pas une protection, mais une justification. L'histoire préfère souvent les récits de confortables. Elle polit le passé jusqu'à le rendre fréquentable. Elle transforme la domination en coutume, la contrainte en pédagogie, la souffrance en étape nécessaire du progrès. Ce processus n'efface pas la violence, il la rend acceptable. Comprendre la Grèce antique ainsi, ce n'est pas la réduire, c'est la regarder sans le filtre du mythe. C'est accepter qu'une civilisation puisse produire à la fois la philosophie et l'aveuglement moral, la beauté et la cruauté, la raison et le déni. Et surtout, c'est reconnaître que ces mécanismes ne sont jamais confinés à une époque. Ils se déplacent, ils changent de vocabulaire, ils s'habillent différemment, mais ils reposent toujours sur la même logique. Certains parlent, d'autres se taisent. Certains désirent, d'autres endurent. Certains définissent la norme, d'autres en subissent le poids. L'histoire n'exige pas votre admiration, elle exige votre lucidité, car chaque fois qu'un système se présente comme naturellement supérieur, comme éducatif, comme nécessaire au bien commun, une question doit être posée. Qui décide? Qui bénéficie? Et qui est prié de se taire? C'est dans ces questions que commence la véritable conscience historique. Et c'est là que les ombres des empires cessent d'appartenir au passé pour s'étendre jusqu'à notre présent.